regard glacial. Un homme qui regardait toujours les gens en face, hein, dans le fond des yeux. Il cherchait à vous pénétrer. Je pense à ma mère comme si elle était vivante. C'est-à-dire que je peux m'adresser à elle. Je pense pas du tout à Buffet et Bontemps. Il y avait du sang partout. Il y en avait sur le mur, sur Girardot, autour de lui, ça c'est clair. Monsieur Cros, l'avocat, est appelé à se rendre le 28 novembre 1972 à partir de 4 heures à la maison d'arrêt de la Santé pour assister à l'exécution capitale du nommé Buffet-Claude. Avoir vu ça, l'homme qu'on a défendu aller à la guillotine alors qu'il n'avait pas tué. La cause de cet effet, c'est qu'à Clairvaux, une usine a fabriqué le meurtre. La haine. Mais une haine délirante. « 1971. Beaucoup de choses changent en France, mais pas les prisons. Le système carcéral est dur, archaïque, les révoltes de prisonniers sont de plus en plus fréquentes. Le climat est à la révolte, n'oublions pas que nous sommes dans l'après-68. La prison de Clairvaux, dans le département de l'Aube, est l'un des établissements pénitentiaires les plus durs. C'est une centrale, une prison de sécurité réservée aux longues peines. C'est là que deux hommes, Claude Buffet et Roger Bontemps, vont prendre en otage une infirmière et un surveillant. Cela se terminera dans un bain de sang. Clairvaux, le 21 septembre 1971. Il est 7h30 du matin. Dans l'immense prison qui occupe la moitié de Clairvaux, c'est l'heure à laquelle les détenus se rendent dans les ateliers. Bâtiment B, Claude Buffet sort de la cellule 118. Il porte un sac d'où dépassent 2 planches. Personne ne le remarque, personne ne le contrôle. Posséder un sac personnel est toléré et à cette heure de mouvement vers les ateliers, les surveillants ne s'en inquiètent pas plus que ça. Pourtant, dans le sac de Buffet, il y a un couteau et une matraque. Buffet se dirige seul vers l'infirmerie. Un long parcours à travers la maison de force. Des couloirs, des grilles, il va en franchir 6. Devant l'infirmerie, Claude Buffet retrouve Roger Bontemps. Bontemps est un habitué de l'infirmerie. Quand il frappe à la porte, le surveillant le reconnaît et ouvre. C'est alors que les deux hommes se ruent à l'intérieur. Le surveillant Guy Girardot est plaqué au sol, c'est le premier otage. Le deuxième otage sera l'infirmière remplaçante Nicole Comte. Caroline Comte avait 11 ans au moment de la prise d'otage. 35 ans après, elle se souvient de sa mère Nicole, l'infirmière de Clairvaux. Je me souviens très bien de la veille de la prise d'otage, puisqu'on on dînait chez des amis de mes parents. Et elle avait le sentiment que quelque chose se tramait, qu'il y avait quelque chose dans l'air qui lui laissait supposer que les choses n'étaient pas naturelles. Néanmoins, elle y était depuis très peu de temps. Donc c'est vrai qu'elle avait une perception du milieu carcéral qui était relativement limitée, mais elle a eu certainement cette espèce d'intuition qui aurait dû l'empêcher d'y retourner le lendemain. Et elle y est retournée parce qu'elle devait faire son devoir et que c'était une femme de devoir. 8h moins le quart, l'alerte est donnée par la sirène de la centrale. Tous les détenus qui commençaient à travailler dans les ateliers sont reconduits dans leurs cellules. Quartier par quartier, la prison est bouclée. Jean était gardien principal.
Ce matin du 21 septembre 1971, il se trouve dans un bâtiment proche de l'infirmerie. Quand il entend la sirène, il comprend qu'un événement grave vient de se produire. On s'est précipité, on a su dans les premiers instants qu'il y avait une prise d'otage à l'infirmerie. Il faut vous dire que les deux mutins pouvaient faire ce qu'ils voulaient dans l'infirmerie et qu'ils avaient même le téléphone. 8 heures. Premier appel des mutins. Ici Buffet. Nous avons pris un maton et l'infirmière en otage. En échange, vous allez nous fournir une voiture, 10 000 francs en liquide, 2 mitraillettes et 450 cartouches. Si vous tentez quoi que ce soit, nous exécutons les prisonniers. Buffet a 38 ans. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre, c'est un tueur froid, classé particulièrement dangereux. Son complice est Roger Bontemps, 35 ans. Condamné en 1965 à 20 années de prison pour vol à main armée et tentative d'assassinat sur un chauffeur de taxi. Charles Pellegrini était commissaire à la PJ de Reims. À 13 h, il arrive à Clairvaux. Immédiatement, il comprend qu'il n'a guère de marge de manœuvre pour tenter une action. Ou bien on leur donnait la voiture et puis on essayait de les abattre au moment de la sortie, en espérant préserver la vie des otages, ou bien on faisait autre chose. Et finalement, je vous rappelle quand même que c'était il y a 35 ans, c'était quand même l'État et comment dirais-je, toute la puissance de l'État qui devait se manifester. Il a été décidé qu'en aucun cas, on ne laisserait sortir des gens d'une maison centrale de force et que donc, en aucun cas, on prendrait le risque qu'ils puissent sortir, donc pas de voiture ni rien. Très vite, c'est l'épreuve de force. Le bras de fer entre l'administration pénitentiaire qui refuse tout et des mutins qui n'ont plus rien à perdre. Rémi Crost était l'avocat de Claude Buffet. Il se souvient de l'aveuglement des autorités devant la détermination de son client. Que force reste à la loi, qu'on veuille donner l'assaut, qu'on ne veuille pas céder au chantage, c'est une chose, mais il faut quand même avoir fait préalablement une analyse un peu plus fine de la psychologie des personnages. Et là, dans le cas particulier, ils ont totalement ignoré, ils sont totalement passés à côté de la personnalité de Buffet. Je me rappelle des conversations, c'était assez hallucinant. Buffet avec le ton froid et un petit peu métallique qui était le sien, il parlait un petit peu comme ça. Et le ton froid et métallique dictait ses conditions et les autres étaient paniqués. Ils ont tergiversé un peu trop longtemps, ce qui a permis aux deux mutins de pouvoir s'organiser. 19 h. Pour augmenter la pression sur les autorités, Buffet demande à Nicole Comte de parler à son mari. J'ai d'ailleurs entendu cette conversation parce qu'elle a été enregistrée. Et le seul souvenir que j'ai, c'est de ma mère lui demandant de nous embrasser, mon frère et moi. Elle savait qu'elle était condamnée. D'ailleurs, dans cette conversation téléphonique, c'était vraiment le dernier au revoir. Ça se sentait. Elle avait une telle lucidité, par ailleurs, qu'elle savait pertinemment comment ça allait se dérouler. 20 h. La nuit est tombée sur Clairvaux. Les négociations sont dans l'impasse. René Pleven, alors ministre de la Justice, hésite encore sur des décisions qui risquent d'être lourdes de conséquences. On me passe M. Pleven, qui était le garde des Sceaux, et qui me demande nos chances de sauver les otages en cas d'assaut. Je lui confirme qu'elles sont minces, mais effectivement pas nulles. Et je crois que M. Pleven, après avoir consulté garde des Sceaux, le directeur de l'administration pénitentiaire, a décidé qu'on donnerait l'assaut. 1 h 40. 4 estafettes arrivent à Clairvaux. Ce sont des gendarmes casqués, armés de fusils et des artificiers du génie. Dans le bureau du directeur,
on revoit les derniers préparatifs de l'assaut. L'infirmerie était au 3e étage, donc se présentait comme ça, en gros. C'était un rectangle avec une porte ici et une là, non pas blindée, mais recouverte d'une feuille d'acier. Ici, un sas, sûrement des grilles, voilà, un sas. Et là, donc, un couloir avec, il y avait, je m'en souviens, 14 cellules où étaient consignés les détenus malades. Alors ici, vaguement, hein, le bureau du médecin, le bureau d'auscultation, enfin voilà, une pièce de soins, et ici la réserve pharmaceutique. 3 heures. Un calme relatif est revenu dans la prison. Le commissaire Pellegrini et le directeur ont finalement choisi de donner l'assaut à 4 heures du matin, avec l'espoir que les 2 mutins s'assoupissent. Dans le couloir qui mène à l'infirmerie, les artificiers du génie avancent à pas de velours pour ne pas alerter Buffet et Bontemps. Arrivés devant la porte, ils disposent des charges de plastique sur le blindage. Et au moment de l'assaut, si vous voulez, l'officier de gendarmerie, l'exploseur était là, donc voilà, et les charges étaient reliées comme ça. Et nous, avec juste les deux, je ne me rappelle plus si on était 2 ou 3, on était là au moment de l'assaut, hein, ça fait ça. La porte n'était pas complètement tombée et tout commençait déjà à flamber. C'est là que je suis rentré. Le premier avec M. Vandenbroek et M. Gauthier. Mais pour les 3 surveillants, l'assaut va se heurter à une deuxième difficulté. Buffet et Bontemps se sont en fait retranchés dans une pièce de l'infirmerie et se sont barricadés. Alors on s'est mis tous les 3 après la porte pour essayer de pouvoir rentrer. D'un seul coup, elle s'est entrebâillée. M. Gauthier a mis la main pour pouvoir pousser la porte un petit peu plus, à seule fin de pouvoir rentrer. Mais ils ont repoussé, lui a eu 2 doigts de fracturer. Et je vous garantis, il fallait avoir le cœur solide pour voir le spectacle qui s'est présenté devant nous. Il y avait par terre des matelas qui étaient remplis de sang. Guy Girardot a été égorgé le premier, juste avant l'assaut. Il est déjà mort. Nicole Comte, elle, est encore en vie. Elle a été frappée dans les dernières secondes de l'assaut. Dans un bac de l'infirmerie, on découvre le couteau de Buffet, celui qui a servi à égorger les otages, une arme de 14 cm de long, bricolée dans les ateliers de Clairvaux. Il y a aussi l'opinel de Bontemps, qui, lui, n'a pas servi. Ce spectacle, du sang partout, plein les murs, sur les matelas, les derniers spasmes de Madame Comte, le petit Girardot égorgé, que le sang il coulait à tout va. Vous croyez qu'on peut oublier ça? Guy Girardot avait 25 ans. Beaucoup d'anciens détenus de Clairvaux s'accordent à dire qu'il était un surveillant humain. Nicole Comte avait 35 ans. Elle était en remplacement à Clairvaux depuis 3 semaines. Ma mère m'ayant toujours dit que dans la vie on était seul, là j'ai enfin compris ce qu'elle voulait exprimer en me disant ça. Et j'ai le souvenir d'être allée dans le jardin, d'être montée sur la balançoire et de m'être balancée pendant un temps certain. Qui étaient les preneurs d'otages de Clairvaux? Comment expliquer que ces 2 hommes en soient arrivés à un geste aussi barbare? C'est d'abord dans leur vie qu'il va falloir fouiller pour trouver un début d'explication. Buffet et Bontemps, ce sont 2 parcours criminels assez significatifs. Tous les 2 sont des militaires passés par les guerres coloniales, des hommes habitués à la mort que la société a laissés sur le bord de la route.
Robert Badinter a été le défenseur de Roger Bontemps. L'ancien garde des Sceaux de François Mitterrand conserve un souvenir très éloigné du tueur que les médias présentaient à l'époque de la tragédie. Le sourire d'un garçon qui ne savait pas qu'il n'avait pas eu de chance. Il avait un sourire sceptique quand on parlait du procès à venir. Il accueillait les propos avec, comment dire, une sorte de bienveillance. J'avais parfois l'impression, quand je lui parlais et que j'évoquais les aspects que je considérais comme positifs du dossier, qu'il y avait oui, maître, oui, plus pour me faire plaisir qu'en exprimant une conviction personnelle. Roger Bontemps est né le 20 septembre 1936 à Édoual, un petit village du Jura. Après une scolarité chaotique et des petits boulots, il s'engage pour 2 ans dans les parachutistes. Nous sommes en 1955, Bontemps part pour l'Algérie. Il en revient avec 2 décorations et un tempérament instable. Après l'armée, sa vie est faite d'errance dans l'est de la France. Malgré un mariage et un enfant, il se met à boire, va de ville en ville et commet des vols à main armée. En 1962, Bontemps est impliqué avec 2 complices dans une tentative de meurtre sur un chauffeur de taxi. Philippe Lemaire était l'autre avocat de Roger Bontemps, celui qu'il a sans doute le mieux connu. Maître Lemaire se souvient d'un homme bien différent que le preneur d'otages désespéré. C'était plutôt un type bien, qui était pas du tout tête brûlée, pas du tout insensible. Non, c'était un garçon qui était intéressant et qui n'était pas du tout ni agressif ni violent. Mais il y a plus. En cette fin tragique de guerre d'Algérie, on soupçonne Bontemps, le parachutiste en rupture de banc, d'être membre de l'OAS, l'organisation armée secrète. Mais Bontemps n'est en fait qu'un voyou sans envergure, un soldat perdu que la justice décide de mettre hors d'état de nuire. Normalement, il aurait dû être condamné à 3 ans, entre 2 et 3 ans de prison. On en a fait toute une histoire. Et on l'a jugé on l'a fait juger par une cour d'assises et qui lui a donné comme peine 20 années de réclusion criminelle, ce qui est insensé. Incarcéré à la prison de Fresnes, puis à la maison centrale d'Ensisheim, Bontemps ne supporte pas le système pénitentiaire. Une première fois, il se coupe les veines, puis il tente à plusieurs reprises de s'évader. Il y parviendra même pendant 2 jours avant d'être repris non loin de Paris. Ce comportement lui vaut d'être signalé comme individu très dangereux, capable de tout, sournois, pervers, à surveiller de très près. Maître Crost a défendu Claude Buffet lors de tous ses procès. Il l'a côtoyé pendant des années et connaît parfaitement la psychologie du meneur de la prise d'otage de Clairvaux. Il portait véritablement en lui, une force vraiment dérangeante, vraiment inquiétante et qui, effectivement, avait un rapport immédiat avec la mort. On n'imaginait pas Buffet sans immédiatement penser d'une façon ou d'une autre à la mort qu'il avait donnée, à la mort qui lui arriverait, à la mort qu'il incarnait. C'était glacial, c'était terrifiant. Claude Gabriel Buffet est né le 19 mai 1933 à Reims, d'un père alcoolique et d'une mère qui lui refuse son affection. À 16 ans, il commet quelques délits. Première condamnation, 6 mois de prison pour un simple vol de mobilette. À l'automne 1953, Buffet veut se racheter. Il contracte un engagement de 5 ans à la Légion étrangère. Ce sera l'Algérie, puis l'Indochine, l'horreur d'une guerre cruelle. D'une guerre qui ne le regarde pas. En 1954, il déserte et passe du côté du Viet Minh et tente même d'obtenir la nationalité vietnamienne. Mais en 1955, au bout de ses désillusions, Buffet se rend. Il va connaître la compagnie disciplinaire, les coups, les marches forcées. C'est là que se forge sa haine sourde et compacte de l'humanité.
1958, Buffet regagne Paris. Il se marie, un enfant arrive, une chance de réinsertion, mais rien n'y fait. Sa vie finit par basculer. Buffet vole des taxis et attaque des femmes seules, la nuit, des faits sans gloire. Le 8 février 1968, à Paris, une de ses victimes le dénonce. Oui, c'est bien lui, le faux chauffeur de taxi, que la sûreté parisienne traque depuis des mois. On peut compter qu'actuellement, il a dû faire une soixantaine d'agressions, soit sur la région parisienne, soit sur Paris. Et ça lui a rapporté une somme d'environ 1 million d'anciens francs. Buffet reconnaît sa dernière agression. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la police a découvert le taxi volé. Et dans ce taxi, il y avait un cadavre, celui de Françoise Bezymensky, une femme de la haute société parisienne. À partir du moment où il reconnaissait être l'auteur de l'agression de Saint-Cloud, il était automatiquement l'auteur du meurtre de Mme Bezymensky, meurtre d'ailleurs qui est traité par mon collègue Jobard de criminel. Françoise Bezymensky, tuée d'un coup de pistolet. Le pire, c'est que Buffet, pour brouiller les pistes, commet un acte de démence. Il déchire les sous-vêtements de sa victime pour maquiller son crime en rituel satanique. Le 8 février 1968, l'homme qui cache son visage en quittant la sûreté est devenu un psychopathe qui va maintenant tenter de manipuler et ses juges et ses avocats. Il a demandé à son juge de l'entendre tout seul, et là il a fait des déclarations absolument invraisemblables. Je l'ai tué, je l'ai fait exprès, j'y ai presque pris satisfaction, etc. Bref, des déclarations complètement outrées. Alors, les a-t-il faites pour que leur outrance même leur enlève toute crédibilité, ou les a-t-il faites par de calcul, ou les a-t-il faites vraiment pour expier quelque chose? Je crois que les deux sont vrais. Je crois que les deux sont vrais, mais dans les deux cas. Parce que la clé du personnage, c'est qu'au lieu d'être instrumentalisé par la justice, c'est lui qui tirait les ficelles, c'est lui qui commandait, c'est lui qui organisait le cours de l'instruction, c'est lui qui allait organiser le cours de l'audience. Il n'allait pas être l'objet de l'institution judiciaire, il allait la faire marcher à son pas. Le 15 octobre 1970, devant la cour d'assises de la Seine, qui s'apprête à rendre son verdict, Buffet surprend tout le monde. L'ancien légionnaire réclame la peine de mort. J'avais de fortes raisons de penser qu'il le ferait, j'en avais averti les jurés de ne pas se laisser prendre à cette rhétorique démente. Et effectivement, il a, comme prévu, comme je l'avais prévu, à la fin des débats, demandé qu'on condamne à mort. Pourtant, l'avocat général de la cour d'assises lui-même ne demande pas la peine de mort. Dans son réquisitoire, il requiert la réclusion criminelle à perpétuité. Et je me souviendrai toujours de sa péroraison. Envoyez-le pourrir dans la lente agonie de la réclusion perpétuelle. Et c'est là-dessus que c'était la feuille de route de Buffet pour Clairvaux. Envoyez-le pourrir dans la lente agonie de la réclusion perpétuelle. Lucien Léger a vécu la perpétuité. Il a été le plus vieux condamné de France. 42 ans derrière les barreaux. Il est aussi celui qui s'est vu refuser le plus de demandes de libération conditionnelle. C'est la peine de mort lente qu'on a dite, entre autres pour moi, parce que j'en suis le symbole, cette peine de mort lente. Imaginez que j'ai un caractère comme Buffet. Rejet pendant 20 ans, et après 22 ans, 23 ans, 24 ans, pas 25 ans, pas 30 ans, 40 ans. Bon, je l'ai encore ma libération. Si j'étais un méchant, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais peut-être fait comme Buffet, par désespoir. Quand il est transféré à Clairvaux, Buffet n'est incarcéré que depuis 3 ans. Mais la perpétuité le met face à lui-même, à ses échecs et à son orgueil, à son cerveau malade. Clairvaux va précipiter le destin de cet homme, car ce n'est pas une prison comme une autre. À l'origine, c'est une abbaye fondée en 1115 par Saint Bernard. Des origines de pénitence et de sévérité, mais aussi un triste héritage de violence. En 1831 déjà, un gardien-chef y est tué à coups de hache. Clairvaux, c'est le dernier cercle de la prison, réservé aux longues peines, aux criminels les plus endurcis.
Plus qu'ailleurs, le détenu y déteste le surveillant. Pour bien comprendre la mutinerie, il faut s'imaginer ce que fut la détention dans ces années-là. Gabriel Muesca a été incarcéré pendant 17 ans. Il est aujourd'hui le président de l'Observatoire international des prisons. Il connaît bien l'histoire de la détention et il sait à quel point la mutinerie de Clairvaux y occupe une place importante. C'était les années 70-71 et le contexte il était extrêmement clair. C'est qu'il y avait une atmosphère extrêmement sauvage, extrêmement rude, dure dans les prisons françaises et particulièrement dans les maisons centrales. Et bien évidemment, c'était un terreau qui ne pouvait que générer des phénomènes comme ce drame qui s'est produit donc, à la maison centrale de Clairvaux. À Clairvaux, Bontemps porte le numéro d'écrou 3091. Il rencontre Buffet dans la cour de promenade. Bontemps est incarcéré depuis plus de 9 ans. Il lui en reste au moins 6 à tirer. 6 ans à travailler dans les ateliers de la centrale, à se ronger derrière les barreaux. Toutes les nuits, l'ancien parachutiste fait des cauchemars. Alors, il propose à Buffet de s'échapper, fuir Clairvaux, fuir la perpétuité. Or, personne ne s'est jamais échappé de Clairvaux. Charlie Bauer a passé près de 25 ans en prison. Compagnon de Jacques Messrine, l'ennemi public numéro 1, il est aujourd'hui sociologue. Moins d'1 an avant la prise d'otage, Charlie Bauer était incarcéré à Clairvaux. On était enfermés dans des cages. Le soir. De 18h à 7h du matin. L'hiver, il faisait moins 10 dans les cages. Pas d'eau. Tinette. C'est-à-dire un petit seau, même pas un seau hygiénique. Un seau de 15 cm de diamètre, qui datait du siècle dernier, sûrement. Avec un broc. On se faisait un peu du seau et du broc, sauf en cas d'accident, parce que l'hiver, il y avait une épaisseur de 10 cm de glace. Dans ces cages, je mettais 9 couvertures. Et entre chaque couverture, je mettais du papier journal. Voilà. Parce qu'au moins 10 degrés, il faut quand même se les taper. Une chaussette que j'avais élargie, dont j'avais attaché le bout pour bonnet, c'était mon bonnet, et au moins des chaussettes également. La plupart des détenus dormaient tout habillés. C'était ça, Clairvaux. Les détenus. Et j'étais très sévère avec eux. Mais juste. Très sévère, mais juste. Quand il y en a un qui avait une réclamation à faire, il venait près de moi, il se décoiffait, au garde à vous, voilà, il se passe telle et telle chose. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Il n'y a pas de raison, je vais voir le directeur. J'étais très estimé par les détenus, tout en étant dur avec ceux qui méritaient qu'on soit dur. Dans la nuit du 15 au 16 mai 1970, 1 an jour pour jour avant l'arrivée de Buffet et de Bontemps à Clairvaux, Charlie Bauer et 6 autres détenus tentent de s'évader par les égouts de la prison. La répression qui s'ensuit en dit long sur la dureté de Clairvaux. Ordre avait été donné d'ouvrir les vannes pour noyer les gars. Quand j'entends, je me suis baissé, ils criaient au secours parce qu'ils avaient déjà de l'eau. Jusque-là, eh bien, quand ils sont sortis, hein, ils les ont massacrés. Il ne fallait pas. Du moment qu'ils se rendaient, c'est pas bien. Ce jour-là, la haine s'est emparée de Clairvaux. Sous l'œil du directeur de la prison, un certain nombre de surveillants se sont acharnés sur des hommes enchaînés. Charlie Bauer était l'un de ceux-là. À coups de pied, à coups de poing, à coups de crosse, à coups de matraque, il nous mène au cachot comme ça. Dans le cachot, il m'enferme dans le cachot. Il me laisse les chaînes aux mains, les chaînes aux pieds, les entraves aux pieds. Je crache du sang, je n'arrive plus à respirer. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des côtes cassées, mais c'est très douloureux de respirer avec ce truc cassé. Et je me réfugie, dirais-je, je me recroqueville dans le coin
opposé à la porte du cachot, par terre, pas de couverture, rien. Je reste à 48 heures comme ça. Grelottant de fièvre, parce que je pissais du sang, puis après je pissais pas que du sang, je pissais du pu également. J'avais une lésion rénale, les coups, pris dans le dos. Nous restons, enfin en l'occurrence ce jeu, puisque là je suis tout seul, mais mes camarades c'est la même chose, jusqu'à ce que passe une commission diligentée par le juge d'application des peines. Il se fait ouvrir la porte des cellules, enfin j'entends les portes cellules, et lorsqu'on arrive à la porte de la cellule où je suis enfermé, ils ouvrent la porte, je ne suis pas dehors pour autant, il y a également une grille en barreau, hein, bon. Et je suis au fond du cachot, tout nu, couvert de sang séché, là, et je les regarde. Et le juge d'application des peines, je me souviens, a eu 3 mots. Oh, les salauds. Et blanc, ils ont fermé la porte et il a fait un rapport au ministère. Ce juge d'application des peines s'appelait Albert Petit. Le rapport qu'il a remis à l'administration est sans équivoque. Pour lutter contre la fermentation de haine, écrit le juge, et le pourrissement auquel on assiste actuellement à Clairvaux, où il se prépare des crimes atroces, il n'y a au fond qu'une condition. Il faut vouloir que l'homme détenu soit respecté dans sa dignité d'homme et dans ses droits. Un rapport qui dit les conditions dans lesquelles vont être traités Buffet, le psychopathe, et Bontemps, le braqueur désespéré. La folie criminelle de ces hommes va être chauffée à blanc par le système carcéral. Imaginez, là encore une fois, je ne sais pas si vous avez cette image comme je l'ai moi, tout nu, enchaîné, les pieds enchaînés, les mains enchaînées, déjà couverts de sang, les côtes cassées dès la sortie de l'égout. Là, il nous passe encore du poste central jusqu'au cachot, il y a 100 mètres. Et là, il y a les 2 bâtiments, tous les types, là, aux fenêtres, 600 mètres, qui voient ça et qui hurlent. Qu'est-ce que vous croyez que ça va donner? Vous savez, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas eu davantage de Buffet Bontemps. C'est ça qui m'étonne. Buffet, le manipulateur, utilisera les conditions de vie à Clairvaux pour se trouver des excuses. La veille du procès, il préparera un mot pour les jurés de la cour d'assises qui allaient le juger. « Je n'ai pas d'excuses à faire aux membres de la famille des victimes, dit-il. C'est à l'ordre de la justice et à l'administration pénitentiaire de le faire. C'est pourquoi, messieurs les jurés, honnêtement, vous allez me juger en votre âme et conscience. Je vous demande simplement de ne pas oublier de juger la justice et l'administration pénitentiaire. » Est-ce que les conditions de détention de Clairvaux, inhumaines, dégradantes, méprisables, indignes, non conformes aux engagements internationaux de la France, Déclaration européenne des droits de l'homme, etc., est-ce que cela a suffi expliquer le geste de Buffet? Non. Très loyalement, non. Non. Ça a été le facteur déclenchant, ça a été l'opportunité, si je puis dire. On était à un autre stade. Une prison inhumaine. Buffet, le tueur fou, le pervers qui lie son destin à celui de Bontemps, le désespéré. C'est tout cela maintenant que la cour d'assises doit juger. Encore une fois, des éléments extérieurs vont influer sur le cours de cette tragédie. Nous sommes en 1972. En France, le climat est à la contestation. Plusieurs mutineries ont eu lieu dans les prisons. Ce procès que tout le monde attend doit forcément servir d'exemple. Il faut savoir que les 2 prévenus encourent la peine de mort et que plus de 60% des Français y sont favorables. « 26 juin 1972. Dans les rues de Troyes, tout le monde attend l'événement, le procès de Claude Buffet et Roger Bontemps, qui débute dans le tout nouveau tribunal de Troyes. Devant le palais de justice, qui d'habitude ne connaît guère que des affaires correctionnelles, la foule s'est amassée. Il y a des badauds, bien sûr, mais aussi des représentants des syndicats du personnel pénitentiaire. La plupart sont venus crier vengeance. La foule est survoltée et comme tout le monde ne peut pas entrer dans la cour d'assises, on a tout simplement sonorisé les abords du palais de justice.
On installait les micros, on disposait les lumières pour pouvoir éventuellement prendre des photographies. Vous savez que c'était interdit à l'époque. Il y en a quelques-unes qui ont été prises, qu'on a conservées de cette affaire. Et, on installait aussi des procédés sonores pour qu'on puisse suivre le procès hors de la cour d'assises elle-même. C'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas dans la cour pouvaient suivre le déroulement du procès, ce qui, moi, me paraissait contraire, d'ailleurs, au principe de procédure pénale de l'époque, à nouveau un moyen de cassation qui a été rejeté. Oui, il y avait une sorte de mise en scène. Très rapidement, nous comprenons que le procès va être extrêmement difficile, que l'administration pénitentiaire a juré la perte de ces deux hommes. Donc, à partir de ce moment-là, tout se met en route pour que ça aille vers la guillotine. Ça, on le sent très bien, c'est une certitude. Dans ce procès, la culpabilité de Buffet ne fait aucun doute. Il a même dessiné de sa main le parcours qu'il a effectué le matin de la prise d'otage. Tout y est. Les gardiens qui ne s'aperçoivent de rien, les grilles, le rendez-vous avec Bontemps. La défense de Buffet s'avère donc quasi impossible. Rémi Crost, son avocat, va s'acharner à démontrer que son client est un psychopathe, en fait, un irresponsable. Si véritablement on leur démontre que Buffet n'a pas toute sa tête, pour dire les choses simplement, on ne peut pas donner une réponse aussi extrême que l'est la peine de mort. En d'autres termes, essayer de trouver dans le dossier psychiatrique de l'intéressé l'infime petit morceau de circonstance atténuante qui permettrait d'éviter le pire. Pour Roger Bontemps, les choses sont plus complexes. Si sa complicité est avérée, il est en revanche possible de démontrer qu'il n'a pas tué. Les experts affirment en effet que son couteau, l'Opinel, n'a pas servi au double meurtre. Pour son avocat Robert Badinter, l'expertise est un moyen parfait de démontrer que son client n'est pas un assassin. Le choix stratégique que nous avions fait, c'est, en ce qui me concerne, démontrer, aussi bien au cours des débats que lors de la plaidoirie, qu'il n'avait pas tué. À partir de quoi, comme je le disais, on ne pouvait plus le tuer. Et c'était cette stratégie-là qui a été mise en œuvre et qui était complètement erronée. Je le dis encore aujourd'hui, mais je l'ai mesuré trop tard. Cette évidence, elle n'était pas partagée. Le 26 juin, Buffet et Bontemps sortent de la souricière du tribunal et montent vers la cour d'assises. Par les vasistas parviennent les cris de la foule qui réclament la mort. À mort les preneurs d'otages, à mort les assassins de Guy Girardot et de Nicole Comte. La France entière va suivre à la radio et à la télévision le procès hors norme des mutins de Clairvaux. En se présentant devant ses juges, Buffet songe sans doute à l'affaire Bezymensky et se demande comment il va s'y prendre pour maîtriser les événements et faire marcher la justice à son pas une fois de plus. Bontemps, lui, ne songe qu'à s'en sortir. Rémi Roger était l'un des jurés qui a été récusé par la défense de Bontemps. Il a cependant assisté à l'intégralité des débats. Au moment où ils sont entrés, je ne sais pas lequel est apparu le premier, il y a 33 ans déjà. Mais toujours est-il que celui qui m'a fait le plus d'impression, c'est Buffet. Buffet, dans une attitude, disons, hautaine, sûr de lui, un charisme, il dégageait un charisme, disons, glacial, ce type. Bontemps paraissait plus effacé par rapport à lui. Il aurait été séparé, il aurait peut-être dégagé un peu plus de personnalité, mais là, c'était pas le cas. Il avait l'impression d'être déjà soumis, et comme si quelque chose de fatal allait arriver et sur lequel il ne pouvait pas revenir. Dès le début du procès, les familles des victimes, mais surtout l'administration pénitentiaire, font savoir qu'elles exigent la mort. C'est dans un climat de haine que les avocats vont devoir mener un combat hors du commun contre la guillotine.
qu'il y avait un enjeu politique dont je ne soupçonnais pas à l'époque l'importance que je crois décisive. J'ai toujours ensuite, en y réfléchissant, considéré qu'en fait le sort de Buffet de Bontemps était scellé dès le départ. Les plaidoiries des avocats ne font aucun effet aux jurés de Troyes. Durant les débats, il sera démontré que Bontemps n'est pas coupable de meurtre, mais il est complice. Cela suffit pour la guillotine. D'ailleurs, le premier à réclamer la mort, c'est Buffet lui-même. On dit que je vous réclamerai la peine de mort. Je vous le confirme. Et vous me la donnerez. Mardi, quand j'ai quitté le palais de justice, dans les fourgons, la foule réclamait la mort fumier. Si elle savait qu'au fond, elle me rendait service. Et puis ensuite, le dérapage sur je me tourne vers Bontemps, je n'admets pas qu'il mente, je veux qu'il prenne, je ne l'accuse pas, mais je veux qu'il prenne ses responsabilités. Cela dit d'une façon presque hurlée, et qui en un quart de seconde a balayé, ratatiné l'argumentation de Badinter, la défense de Lemaire, plus rien n'est resté. Le 29 juin 1972, le verdict tombe. Claude Buffet et Roger Bontemps sont condamnés à mort. Dans la salle d'audience et aux abords du tribunal, c'est l'explosion. Silence! Expulsez cet individu! Expulsez cet individu qui s'est levé pour applaudir. C'est honteux! Si j'avais été quelqu'un de puissant, j'aurais pas fait exécuter Bontemps. C'est Buffet qui l'a entraîné dans la galère. Donc on avait traité de la même façon celui qui avait tué et celui qui n'avait jamais versé le sang. De la même façon. C'est ça, je suis resté stupéfié. À ce jour encore, j'en reste étonné. Comment est-ce qu'on peut prononcer la même peine pour celui qui a tué et celui qui n'a pas tué, pour celui qui n'avait jamais tué, pour celui qui avait déjà tué, sauf si on considère qu'il y avait dans cette affaire un autre enjeu que celui simplement de la condamnation de l'un et de l'autre, ce que j'ai compris après. Le verdict de Troyes a des résonances politiques. Lorsque le fourgon cellulaire quitte le tribunal, la révolte gronde dans les prisons. En décembre 1971, des prisonniers mutins sont montés sur le toit de la centrale de Toul. Des mutineries ont ébranlé les prisons de Lyon et de Nîmes. Pour le pouvoir, le message aux 32 000 détenus de France est clair: si vous touchez au personnel pénitentiaire, vous y laissez votre peau. Dans ce climat, pas de cassation pour Buffet et Bontemps, plus de recours possible. Les avocats se tournent alors vers le président de la République, Georges Pompidou. Lui seul peut accorder sa grâce. Mais le président est menotté par son opinion publique et il est très affaibli par le cancer qui le ronge depuis des mois. Je pense que nous avons surtout vu un homme extrêmement fatigué. Extrêmement fatigué. Et qui avait déjà un rapport avec la mort. Ça, c'est certain. Il mourra d'ailleurs quelques mois plus tard. Il était très fatigué. Je ne sais pas s'il avait une connaissance très, très grande du dossier, car à 2 reprises, il m'a interrompu pour me dire oui, maître, mais quand même, les crimes d'enfants. Et à 2 reprises, j'ai été obligé de lui dire, Monsieur le Président de la République, il ne s'agit pas d'un crime d'enfant. Il s'agit d'un crime qui s'est passé dans une prison, dans des circonstances très particulières, pas un crime d'enfant. Je crois que cet homme, je ne sais pas, m'a semblé déjà lointain. Et il avait devant lui une note qu'il regardait de temps en temps et qui devait être une note qui avait été faite soit par un de ses conseillers, soit elle venait de la chancellerie, je ne sais pas. Mais j'ai toujours eu le sentiment que cette note qu'il avait devant lui faisait, à en juger par ses questions,
et ses propos de Bontemps, le cerveau de cette affaire. Comme si c'était Bontemps qui avait conçu cette prise d'otage, les conditions dans lesquelles elle allait se dérouler. Bref, il était le concepteur, le leader de cette entreprise effrayante. C'était d'évidence pas le cas. Le 27 novembre 1972, André Aubrecht, l'exécuteur en chef des arrêts criminels, reçoit l'ordre de décapiter Buffet et Bontemps. Dans la nuit du 27 au 28, le bourreau et ses assistants sortent de ses paniers la vieille guillotine et la dressent dans la cour d'honneur de la prison de la Santé. C'était l'aube. On était fatigués, très accusés. Tous, là, les gardiens, les avocats, les magistrats qui étaient présents. Et je regardais les visages, et c'est vrai, des rictus, des très crispés, physiquement. Je me suis dit, on avait les gueules d'assassin, physiquement. C'était terrible à voir, les visages des gens. Vous avez ces bras qui sont serrés derrière le dos de telle façon qu'ils vont dégager le buste et le col. Vous avez les entraves qui sont mises aux chevilles. Et vous avez littéralement un homme qui est transformé en paquet. Il a fallu choisir quel était celui qui allait être exécuté en premier. Bon, on nous a demandé notre avis. Nous n'en avions pas, et nous ne voulions pas en avoir. Et puis l'administration pénitentiaire a choisi de faire exécuter Bontemps en premier. Et là, qu'est-ce que vous voulez, c'est des choses dont je n'aime pas trop parler d'ailleurs parce que c'est tellement insupportable. Il s'y attendait pas tellement quand même. Bon, un peu, mais pas complètement. Et quand il a compris que... Là, il a été effectivement très courageux. Une porte qui se referme, un bruit de ferraille, et quelques minutes après, dans la diagonale de la cour de la Santé, à 25 mètres de là, un gardien avec son lave-pont en train d'éponger le jet de sang qui est parti contre le mur dans la diagonale. Le jour où j'ai appris qu'il avait été exécuté, j'ai senti vraiment, ressenti un sentiment de soulagement réel. Tout ça peut paraître assez confus, mais c'est très confus d'ailleurs quand on a 13 ou 14 ans. Mais c'est une chose qu'on ne peut absolument pas nier. 35 ans ont passé depuis l'affaire Buffet et Bontemps. Les conditions d'incarcération ont été améliorées, mais pourtant, tous les rapports indiquent que les prisons françaises sont parmi les plus mauvaises d'Europe. Des prises d'otages, parfois sanglantes, ont émaillé l'histoire récente. Alors, faut-il craindre aujourd'hui qu'un nouveau Clairvaux se reproduise? Les conditions requises pour produire des événements tels que ceux qui sont produits dans le cadre de l'affaire Buffet-Bontemps sont-ils réunis? Ta question, oui. J'ajouterais même absolument. Fin janvier 2006, la France entière regarde à nouveau vers Clairvaux.
10 détenus de la centrale, 10 condamnés à la perpétuité ont réclamé la peine de mort pour mettre fin au lent pourrissement de la réclusion à perpétuité. Réclamer la peine de mort, c'est justement ce que fit Claude Buffet, qui, avec son complice Bontemps, avait pris en otage Nicole Comte et Guy Girardot. C'était il y a 35 ans, et ça se passait déjà à la centrale de Clairvaux.